Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de cette Mercedes SLK 350 pack AMG de 2005. Donc les amis, aujourd'hui, vous le voyez, je ne suis pas tout seul, je suis avec Alexis. Salut à tous. C'est la troisième bagnole que tu me prêtes, c'est ça? C'est ça. Donc vous l'avez déjà vu, peut-être si vous aviez suivi le test de la Golf GTI ainsi que de l'Audi TT. Et donc là tu as remplacé l'Audi TT par cette SLK. C'est ça, remplacé plus ou moins parce que mon Audi TT était un véhicule destiné à un usage daily. Ouais. Voilà, celle-ci c'est un usage exclusivement week-end plaisir. D'accord. On est sur un modèle de 2005, c'est ça? 2005. Avec un des plus gros moteurs à l'époque, donc le V6 3,5 litres Atmo, qui développe 272. Donc là on est sur une phase 1. Phase 1. À savoir que les phases 2 après ont vu leur moteur un petit peu plus puissant, je crois que c'est 305. Tout à fait. Donc là on a ce gros moteur qui est couplé avec une boîte automatisée à 7 rapports. Pourquoi tu as choisi d'ailleurs cette boîte plutôt qu'une boîte méca? Le confort de la boîte Mercedes, ils sont réputés, c'est le dernier constructeur qui fait ses propres boîtes auto à convertisseur. Ouais. Et elles sont réputées super confortables, quoi, au même titre qu'une ZF ou qu'une AW. Et j'en suis assez satisfait, c'est assez sympa, ouais. Et puis tout simplement parce que c'est une voiture, elle n'a pas une vocation très sportive. On va le voir ensemble, c'est du grand tourisme. Ça t'incite pas à aller à souiller dans les petites routes, quoi, et à faire du talon-pointe. Donc on est plus à conduire, à cruiser, cool, tranquille, cheveux au vent. Quand on veut appuyer, il n'y a rien à faire, on écrase la pédale et puis voilà. Ok. Pour moi, c'est plus cohérent avec l'ensemble du véhicule. Donc je rappelle à ceux qui découvriraient la gamme des SLK que là on est sur une deuxième génération et on est sur un modèle qui a la particularité d'avoir un toit rigide qui est électrique, qui vient se remettre, se déplier si on peut dire directement dans le coffre. D'ailleurs c'est un système qui est assez bien pensé, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de levier, rien, il y a juste un bouton électrique, vous le maintenez pendant que la procédure se fait et ça prend une trentaine de secondes pour replier tout ça dans le coffre. Même chose ensuite pour remettre la capote, c'est très simple. Et sur cette voiture, je parle déjà des aspects on va dire pratiques, avec cette capote qui est repliée dans le coffre, on a encore quand même pas mal d'espace, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les modèles de ce genre. Donc là c'est à signaler, on peut utiliser le coffre même lorsqu'on décide de rouler décapoté. Lors de la présentation, j'ai précisé qu'il s'agissait du modèle 350 pack AMG parce que vous le voyez au niveau du style, elle a le pack AMG qui rajoute des appendices, on va dire un peu sport au niveau de l'aérodynamique. Donc on a un pare-choc avant qui est différent. Dans la continuité, vous avez aussi les bas de caisse qui sont différents avec des petites, comment dire, des petits, je sais même pas comment on peut appeler ça. Voilà, devant les roues arrière là. Ça fait c'est uniquement vers l'arrière qu'on a ce truc en plus, quoi. Et tu me disais aussi donc le pack AMG, ça comprend des nouvelles jantes. Ouais, les jantes en 18, estampillées AMG, le châssis est un peu plus bas. Ouais. Enfin, la voiture est un peu plus basse. On a une démultiplication variable avec le pack AMG et les palettes derrière le volant. Ok. Exclusivement avec la boîte 7G Tronic, évidemment. Donc les amis, nous voilà de nouveau sur la route qui me sert habituellement à tester l'accélération. On va bien sûr faire la même chose sur ce véhicule. Je rappelle donc qu'on est sur un gros moteur, 3,5 litres, V6, 272 chevaux. C'est une voiture avec une distribution de la puissance aux roues arrière, donc c'est une propulsion. On a la boîte automatique. Je vais
dans un premier temps faire l'accélération en me laissant sur le mode normal, c'est-à-dire le mode confort. Je n'utiliserai pas non plus les palettes. On va voir comment la boîte réagit. Dans l'autre sens, j'essaierai de me mettre en mode sport, voir comment ça réagit une fois de plus. Mais je n'utiliserai pas les palettes parce que, on le sait, en fait, les palettes, c'est quand même assez décoratif. Hein. Il y a assez peu de gens qui les utilisent, autre que sur circuit. Hein. Donc là, sur la route, moi, je vais rester en faisant confiance à la boîte de vitesse. Allez, on est parti. Let's go. Il n'y a personne. Donc, je suis en mode confort, pied au plancher. Donc, la sonorité est vraiment sympa quand on monte dans les tours. Et 100. Donc, ça marche vraiment bien. Maintenant, je ralentis. Alors le freinage, il est surprenant parce que efficace, mais pas brutal du tout. Là, j'appuyais assez peu finalement. Et bon, ça n'a rien à voir avec une sensation sport au niveau du freinage, mais c'est performant, quoi. C'est vraiment, comment dire, presque assisté au niveau du freinage, ouais. Au niveau de la sensation, quoi. Ouais, c'est super dosable, hein, t'as vu, hein, tu mets un petit peu de ton pied, et tu sens que ça prend de la consistance, au fur et à mesure que ça décélère, et tu sais où t'en es, quoi, en fait. Exactement. Donc maintenant, on va utiliser cet emplacement pour vérifier si ça braque bien. Donc, je braque à fond. Je suis sûr que ce soit les points forts de cette auto. Hein. Elle n'est pas non plus complètement dingue au niveau de la longueur, hein, donc on va peut-être réussir à passer tout juste. Eh si, ouais, non, finalement, tu vois, finalement, on arrive ici à faire demi-tour sans remanœuvrer. Donc, franchement, c'est pas trop mal. Hein. Maintenant, je change. Donc, boîte de vitesse, je me mets en sport. Qu'est-ce qui me l'indique? En haut à droite, tu as une lettre, là, tu dois être en M, je pense, qui est en manuel, et là, tu es en S. Ah là, donc là, confort, manuel. Il faut que tu aies le S. Et sport. Voilà. Bien, là, donc, on est reparti pour le sport. Et puis on va voir si on fait un meilleur chrono. De toute façon, ça sera pas de ma faute. C'est juste mon pied qui accélère. Allez, let's go, c'est parti. Ouais, j'ai l'impression que ça monte un peu plus vite dans les tours. Et 100. Là, je freine fort. Ça freine fort. Ça freine fort. Alors on sent bien sûr qu'il y a l'ABS, ça bloque, débloque, mais c'est efficace. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais non, c'est vraiment, vraiment sympa. Bon, pour le reste, je vais essayer de rester un peu en mode sport, voir comment ça se comporte sur la route. Tout à l'heure, le peu que j'ai fait en centre-ville en mode confort, c'est vraiment extrêmement confort. Je dépassais rarement les 1500-2000 tours. Le véhicule était vraiment très bas régime la plupart du temps. Allez, un petit rond-point. Ouais, c'est un comportement, comme tu disais, un peu GT, parce que on sent vraiment qu'il y a du poids, mais en même temps le moteur est largement dimensionné pour compenser ce défaut. Donc on ne se sent pas sous-motorisé, ça marche plutôt bien, mais en même temps c'est pas du tout le comportement qu'on pourrait avoir par exemple sur une MX-5 qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus légère. Là en termes de gabarit, ça me fait plus penser à une 350Z en fait, en termes de poids, quoi. On doit pas être loin, de toute façon, c'est la même architecture, c'est le même moteur, c'est ça, la même taille de moteur, même cylindré, 3,5 litres aussi, donc Atmo et dans le même gabarit, voilà, ouais. Donc pour commencer à parler un petit peu de l'intérieur de ce véhicule, comme le plus souvent sur les véhicules allemands, c'est très noir, un petit peu de gris, histoire de donner un peu de clarté. Là, on est décapoté, donc quand même, bien sûr, on a de la lumière, mais si vous remettez le toit en place, c'est quand même beaucoup plus sombre. La finition des sièges est plutôt sympa, c'est du cuir, c'est noir également, et les sièges sont quand même avec des côtés qui remontent un peu. C'est pas des véritables sièges baquets sport extrêmes, hein, pas du tout. Ils sont confortables. Réglage complètement manuel, mécanique, hein, sur ce véhicule. Les sièges sont chauffants, je crois, si on a envie. Ouais. Et la particularité de ces sièges, c'est que vous avez une diffusion d'air chaud directement sur la nuque, si nécessaire. Donc là, par exemple, là, c'est au maximum sur ma nuque.
Et c'est franchement surprenant, j'ai pas l'habitude. Là je vais l'éteindre. Mais c'est vraiment sympa. Je suppose que d'ailleurs, si vous voulez rouler décapoté quand il fait pas super chaud, ça peut rendre la chose faisable sans se cailler dans le véhicule. Bon, sinon sur le reste de l'intérieur, la finition est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a des plastiques un peu moussés qui vieillissent bien dans le temps, vu que la voiture maintenant elle a plus de 15 ans et franchement les plastiques sont encore en assez bon état. Mais visuellement, c'est banal. C'est pas quelque chose de, comment dire, comme on pourrait avoir sur un véhicule vraiment super luxe. Là, c'est visuellement, c'est banal. Il n'y a rien d'autre à dire. La console centrale sur ce véhicule est assez vieillotte. En fait, elle est surtout vieillie par le système informatique qui est au milieu. À l'époque, donc, ils mettaient des grands écrans, mais il n'y avait pas de tactile. Et il y a des boutons partout. Maintenant, ça a très mal vieilli. On voit tout de suite que c'est pas de notre époque actuelle. On a quand même sur ce système de quoi gérer votre musique. Vous avez un système Bluetooth, vous avez la navigation. Enfin, c'est relativement complet. Mais rien que la définition de l'écran vous ramène 15 ans en arrière. Je sors d'agglomération, j'appuie un petit peu. Et à fond. Donc ça monte jusqu'à 6000 tours. Et autant tout à l'heure quand j'ai enregistré le son à l'arrêt, celui-ci me semblait vraiment très feutré même en montant dans les tours. En charge, en roulant vraiment, la sonorité est bien meilleure. C'est un peu plus rauque, c'est plus sport, très agréable. Alors maintenant je suis sur un Dodan. C'est ferme tout en restant confort. Donc là je ne l'ai pas pris très vite et de toute façon je ne pourrais pas prendre un Dodan très vite parce que avec justement ce pare-choc AMG, il est encore plus bas que le pare-choc normal, donc on risquerait en le prenant un peu trop vite de faire frotter le pare-choc par terre. Bon, maintenant on est dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. Donc là je suis toujours en mode sport au niveau de la boîte, hein. Le freinage est rassurant. Après c'est vrai que là où c'est vraiment plus type GT, c'est quand on veut vraiment d'un seul coup réaccélérer fort, on attend toujours un petit peu que la boîte redescende d'un rapport. C'est une boîte à convertisseur. Hein. C'est pas aussi rapide que ce qu'on aurait sur un véhicule moderne avec une boîte à double embrayage bien sûr, mais ça reste quand même très fun. Et la tenue de route est bonne, c'est pas trop ferme, le siège nous maintient bien, on n'est pas éjecté. On sent vraiment sur une GT un peu sport, dans un gabarit plus compact, ouais. Mais c'est pas extrême. Pour revenir sur la finition intérieure, vous voyez que le volant est assez standard au niveau du style, hein. On n'a pas non plus, comme je disais, un truc vraiment sport. On a derrière les petites palettes au volant qui sont dans la finition AMG dont tu parlais. On a aussi les boutons qui permettent de gérer tout ce qui est téléphonie et les différents affichages des écrans qui sont au milieu des deux compteurs. D'ailleurs, le compteur, vous voyez, c'est un cadran pour la vitesse, un autre pour le compte-tours. Deux plus petits qui servent d'horloge et aussi de jauge de carburant. Au milieu de tout ça, des écrans avec un rétroéclairage blanc-gris. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne décision de leur part. Ça vieillit beaucoup moins la voiture que si ça avait été des éclairages orange, comme ça se faisait beaucoup sur les autres modèles concurrents de cette époque. On a dans les infos, bien sûr, vitesse moyenne, kilométrage. On a la conso instantanée, conso moyenne, l'horloge, la prochaine révision. Enfin, c'est assez complet. Ça vous indique aussi sur quel rapport vous êtes. Il y a beaucoup de trucs, après il faut juste prendre le temps de naviguer un petit peu. C'est comment dire, écrit relativement petit dans ces écrans. Ah, ce petit ronronnement, franchement c'est bien sympathique. Et je m'en aperçois bien que depuis que je suis sur le mode sport, les vitesses passent plutôt vers 2000-2005 quand je roule cool. Là où en mode confort, à 1500-2000, elle a déjà changé de vitesse.
Bah, moi là où je vois une grosse diff en fait, c'est lors des kickdowns en fait, elle va redescendre un rapport de plus en mode sport. Et, par rapport au confort. Et elle va chercher peut-être 200 tours de plus à l'axel. Justement, on s'engage, on arrive sur l'autoroute. Allez, on dépasse. Ça marche bien. Alors par contre, forcément, cabriolet avec les fenêtres ouvertes, arrivé sur l'autoroute à 120, 130, il y a beaucoup d'air. Essaye de fermer ta fenêtre pour voir la différence. Normalement, fenêtre fermée... ouais, fenêtre fermée, c'est tout de suite beaucoup plus calme. Fenêtre fermée, c'est largement vivable hein, sur l'autoroute, hein, avec le filet. Alors par contre, dans ce véhicule, sans filet anti-remous, c'est pas vivable. Même à 80, 90, enfin moi, ça me perturbe énormément. Là, pour moi, on est bien là. Ça va, ouais. Franchement, ça va. Maintenant, pour reparler de tout ce qui est rangement, on vous l'a dit, le coffre est plutôt logeable, que ce soit avec ou sans la capote. En dessous du seuil du coffre, on retrouve une roue de secours galêtre qui, entre guillemets, se gonfle et prend la taille d'une roue normale. C'est une roue un peu spéciale. À l'intérieur, on a quelques rangements, on a des rangements dans les portes et d'ailleurs on peut voir que les vides-poches sont avec un tissu souple, c'est pas rigide. On a la boîte à gants, on a un vide-poche dans la coudoir centrale qui peut d'ailleurs s'ouvrir d'un côté comme de l'autre, elle peut être utilisée par le conducteur et par le passager. Et il y a encore un rangement en dessous. Et un peu plus haut, ça s'ouvre également afin de pouvoir ranger quelques bricoles. C'est pas très profond, mais vous pouvez peut-être mettre votre paire de lunettes, ce genre de choses. C'est ce qu'il y a dedans. Et puis c'est tout. Donc c'est pas gigantesque, mais pour un cabriolet, je trouve ça tout à fait décent. Allez, on fait une dernière accel, j'accélère à fond, je suis toujours en mode sport. Ouais, ça marche vraiment pas mal. Hein. Mais une fois de plus, hein, on retrouve ce sentiment de GT, c'est-à-dire que ça marche bien, on prend de la vitesse, quand on regarde le compteur, c'en est même parfois affolant, on se dit ah ouais, on est déjà à cette vitesse-là, mais les sensations ne sont pas extrêmes, ni au niveau de la sonorité, ni même, on n'a pas un coup de pied au cul d'un seul coup, hein, même quand il descend un ou deux rapports, ça reste toujours dans un bon niveau de confort. Donc forcément, on est sur un véhicule avec une grosse cylindrée, avec un poids relativement conséquent et une boîte automatique. Donc forcément tout ça combiné, ça fait une consommation qui est quand même relativement élevée. En moyenne, toi tu tournes à combien? Moi je regarde jamais, mais je suis dans les 13-14 litres au 100, je dirais. Ouais. Bah là actuellement tu vois, on a remis le compteur à 0 juste avant de partir. Avec ma conduite de ce test, je suis à un peu moins de 15 litres. Ah voilà. Donc en même temps, hein, vu la cylindrée, ça m'étonne pas. Hein. Vous prendriez de nouveau une 350Z, vous auriez une consommation assez similaire. Hein. Moi je pense aussi. Bon, après, un point qui est toujours un peu une inconnue sur ce genre de véhicule, combien ça coûte en termes d'entretien et surtout, est-ce que c'est fiable? Alors, le moteur est fiable. Le moteur en lui-même est fiable. C'est-à-dire que je pense que vous pouvez faire à 300 000 sans problème. Ce sont tous les petits à côté. Là, récemment, j'ai fait quelques centaines d'euros de frais parce qu'il y avait le témoin moteur allumé, il y avait les 4 capteurs d'Arbracam à changer. J'ai eu un petit souci avec l'assistance de frein. J'ai eu aussi, c'est une voiture qui vieillit un petit peu. J'avais pas débranché la batterie l'hiver, elle est tombée, elle est morte. Ça c'est inhérent à tous les véhicules, mais pour ce modèle-là en particulier, faut prévoir. Moi, je l'ai acheté avec un dossier, un tas de factures énormes d'entretien chez Mercedes et spécialistes. C'est vraiment pas négligeable. Il faut prévoir un petit budget pour la garder en bon état. Alors celle-ci,
Elle a 17 ans, elle a 170 000, elle a fait 10 000 par an, elle a toujours été super entretenue. Tu vois, ça roule parfaitement. Oh, il n'y a aucun problème. Vraiment rien à reprocher, c'est nickel. Mais ça fait 19 chevaux fiscaux, faut l'assurer, c'est pas négligeable non plus. Ça bouffe du pneu arrière, même si on accélère tout doucement. Les disques avant, c'est du 330, alors je sais pas combien ça coûte, je les ai jamais changés, mais toutes les pièces sont dimensionnées par rapport à la puissance et par rapport à la gamme de véhicules. Donc proportionnellement, l'entretien et puis la fiabilité qui n'est pour moi, disons que c'est pas une catastrophe, mais c'est pas une fiabilité sans faille, quoi. Ouais. Bon, finalement les amis, je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques de cette SLK 350 pack AMG de 2005. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est là justement pour ça. Si vous possédez cette voiture, n'hésitez pas également à nous faire votre retour d'expérience. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Si oui, lesquels? Est-ce que c'est facilement réparable? Les coûts, n'hésitez pas à en parler. Maintenant, cette voiture d'occasion, ça a une valeur entre 15 et 20 000, c'est ça? Ouais, justement, moi je vais m'en séparer là, je pense, d'ici peu. Je pense la mettre aux alentours, compte tenu de son état, de son historique limpide, aux alentours de 15-16 000 euros. Voilà, je pense que c'est un prix raisonnable. Après, une fois plus, quand on voit le délire un peu de spéculation qu'il y a actuellement sur certains modèles, y compris sur les cabriolets, 15-16 000 pour ce véhicule qui a un V6, une Mercedes, on est à peine plus cher que certaines MX5 d'occasion. Ouais, bien sûr. Ouais. Et on est moins cher qu'une Honda S2000 d'occasion. Ouais, largement. Ouais. Alors que, après, c'est pas vraiment les mêmes sensations. Vous verrez, faites comme vous voulez, mais le tarif n'est clairement pas délirant. Il me reste plus qu'à te remercier une fois de plus d'être venu pour me prêter ce véhicule. Si, comme lui, vous avez un véhicule, que ce soit voiture ou moto, et que vous aimeriez m'en voir faire un test, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description de cette vidéo. Et je rappelle que le lieu de tournage est en Normandie, près de Rouen. Enfin, une fois de plus, si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas un petit pouce vers le haut, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Et bien à tous. Alors il n'y a pas de caméra de recul, mais par contre on a radar de recul. Est-ce qu'on a un radar frontal quand tu avances? Est-ce que tu as ouais. Ouais.